5 mai 1992, 20h23. Bastia-OM, demi-finale de Coupe de France. Vous êtes sur la chaîne Le Pressing, et bienvenue dans la lucarne du temps. Tout d'abord, une petite histoire sur le football, en 1992. En janvier, la Côte d'Ivoire remporte la première CAN de son histoire en finale au tir au but face au Ghana. Les éléphants deviennent aussi la première équipe à gagner la Coupe d'Afrique des Nations sans encaisser le moindre but de tout le tournoi. Le 26 février, un certain Roberto Carlos connaît sa première sélection avec le Brésil, lors d'un match amical contre les USA. Le 25 avril, l'Olympique de Marseille gagne son quatrième titre de champion de France consécutif. 10 jours plus tard, le 5 mai, les Olympiens vont vivre l'un des plus gros drames de l'histoire du foot français, la catastrophe de Furiani. Juste avant, l'OM vient de gagner le titre de champion de France et s'apprête à affronter Bastia dans le cadre de la demi-finale de Coupe de France. Au niveau des parcours des deux équipes, les Corses sont rentrés dans la compétition au 7e tour, où ils ont battu le FC Annecy, club de D2 à l'époque, sur le score de 3-0. S'ensuit une victoire contre la D4 de Thonon-les-Bains 2-0. En 32e, ils rencontrent le petit club de Fèche-le-Châtel, en DH, et s'imposent 1-0. Ensuite, c'est le TFC qui se met au travers de leur route. Une victoire 2-0 à domicile, qui leur permet d'avancer en 8e et d'y battre l'OGC Nice, alors en D2, sur le score de 1-0. En quart de finale, une victoire au tir au but 3-0 après un score de 0-0 dans le temps réglementaire. Les Bastiais s'apprêtent à recevoir l'OM sans avoir concédé le moins de buts dans la compétition. L'Olympique de Marseille qui rentre en 32e de finale avec une victoire 1-0 face aux Girondins de Bordeaux, alors en seconde division française. Un 16e de finale contre les voisins du FC Istres et une victoire 2-1 leur permet d'affronter Valenciennes en 8e et de les battre 2-0 à l'extérieur. Avant d'affronter Bastia, les Marseillais ont dû se défaire du Stade Malherbe de Caen en quart, une victoire 3-1, encore une fois à l'extérieur. Comment ce drame s'est déroulé? Il faut faire une escale dans la nuit du 24 au 25 avril. Les dirigeants du SC Bastia ont décidé d'entamer des travaux de destruction de la tribune Claude Papy, qu'ils estimaient trop petite avec ses 750 places. Les dirigeants souhaitaient porter la capacité du stade à 18 000 places en marge de cette demi-finale. Cependant, quelque chose manque. Le permis de démolition. Mais bon, les dirigeants ne vont pas en tenir compte et les travaux sont tout de même entamés. M'en bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. La démolition étant faite, le club va faire appel à la société Sud Tribune, entreprise située à Nice, pour ériger en seulement quelques jours un espace pouvant accueillir 9 300 personnes. Une tribune de quasiment 10 000 places, en à peine une dizaine de jours. Le chantier vient à peine de commencer et il sent déjà l'échec. Un deuxième fait va arriver 3 jours plus tard, dès le début de la construction. La CGT est à l'initiative d'une grève au niveau de plusieurs ports français, dont celui de Marseille. Port choisi par la société pour la réception des matériaux nécessaires à la construction. Elle trouve cependant une solution et confirme disposer d'assez de ressources à Bastia pour construire la tribune. Nous sommes maintenant le 29 avril 1992. La commission de sécurité se rend alors à Furiani pour inspecter le chantier et donner son feu vert par rapport à ce dernier, et pour la tenue du match. Un avis favorable a été transmis par la Ligue de football corse à la fédération. Et là, vous vous dites, tout est ok alors. Mais bon, si je vous raconte ce détail, c'est que quelque chose cloche. Cet avis favorable est en fait un faux document. On apprendra même que les membres de la commission de sécurité, composés essentiellement de gendarmes, de la direction départementale de l'équipement, de fonctionnaires de la préfecture et de pompiers, ont émis une réserve sur la solidité du projet et sur la tenue du match. Avec ce faux avis favorable, le club peut mettre en vente les billets. Billets dont le trafic a augmenté de 75% par rapport au quart de finale. Pour le moment, rien d'anormal, sachant que le club reçoit l'une des meilleures équipes d'Europe de l'époque. Mais bon, comme tout est tubuesque dans cette histoire, même la billetterie est remplie de problèmes. Premièrement, la loi stipule qu'une mention tarifaire doit être présente sur les places pour le match. Ici, ce n'est pas le cas. De plus, 1,3 million de francs ont été déclarés. En réalité, c'est plus du triple qui est estimé en termes de recettes. Oui, oui, on est clairement sur de la fraude fiscale. Mais bon, vu la suite de l'histoire, quelques millions fraudés, ce n'est clairement pas le plus grave. Nous sommes maintenant la veille du match, le 4 mai 1992. Et à la surprise d'absolument personne, les travaux ne sont pas finis. Et la commission conclut que le niveau de sécurité est très insuffisant. Là, nous pouvons imaginer que les dirigeants bastiais vont enfin avoir un élan de lucidité et annuler le match. Mais bon, comme plus de 3 millions d'euros vaut plus que la vie de dizaines de milliers de personnes,
Le match est maintenu. Mais bon, un espoir persiste. Le jour du match, une dernière commission de sécurité est réunie alors que les portes du stade sont déjà ouvertes. Une commission qui est rassurée par rapport à la solidité de la tribune. Bien évidemment que non. La tribune tient sur des calembois et des parpaings non scellés. Et bien sûr, ces parpaings commencent à bouger. Mais bon, en revissant quelques boulons et écrous, ça devrait tenir. Du moins, c'est la solution que Sud Tribune a trouvée. Super les gars, changez rien. Vous êtes au top, vraiment. Encore un nouveau problème dans cette histoire. Suite à la commission de sécurité, il faut qu'un fonctionnaire de la préfecture paraphe l'avis de la commission. Henri Durand, préfet de Haute-Corse à l'époque, et Raymond Ledin, son directeur de cabinet, sont injoignables. Ces messieurs sont en pleine cérémonie protocolaire d'accueil à l'aéroport de Bastia. Aéroport où atterrit Bernard Tapie, président de l'OM, et Émile Zuccarelli, ministre des Postes et de la Télécommunication. La préfecture n'a pas désigné de responsable pour parapher ce document pourtant obligatoire pour le match. Plus de 200 personnes étaient fonctionnaires dans la préfecture de Haute-Corse, et personne n'est venu parapher ce document. Le match va alors se dérouler sans l'avis valide de la commission. Les dirigeants vont quand même demander au speaker du club, Jean-Pierre Paoli, de dire aux supporters de pas taper des pieds. Évidemment, la consigne n'est pas respectée. Nous sommes dans un stade de foot, demi-finale de Coupe de France, match le plus important de la saison de Bastia. Personne ne va respecter cet avertissement. Nous sommes maintenant rendus à 20h23, 7 minutes avant le coup d'envoi. Le stade est plein et TF1, diffuseur du match, prend l'antenne. La prise d'antenne. C'est à ce moment précis que la tribune nord cède sous le poids et la pression des plus de 3000 personnes en haut de celle-ci. 3000 personnes qui vont faire une chute en arrière de 15 mètres. Un mouvement de panique se crée parmi les supporters encore debout en bas de la tribune. Un envahissement de terrain débute. Les secours interviennent très vite pour prendre en charge les premiers blessés. Malheureusement, les deux unités de SAMU mises en place pour le match sont très vite débordées par les événements et le nombre de personnes à prendre en charge. 21h, soit près de 45 minutes après le drame. L'ordre d'évacuation du stade est donné, afin de faciliter le travail des secours. Les CRS 14 de Bordeaux sont arrivés pour permettre à l'évacuation de se passer dans les meilleures conditions possibles. À 21h30, les hélicoptères de la sécurité civile se posent sur la pelouse pour commencer à évacuer les blessés. Le plan rouge, aussi appelé le plan Novi, est mis en place par le ministre de l'Intérieur, Paul Quilles. Le plan rouge est un plan d'urgence permettant de faire face à une situation dangereuse et n'importe quelle catastrophe impliquant des humains. Si vous voulez en savoir plus sur ce plan, un lien est dans la description. Le premier bilan humain est prononcé sur les coups de 22 heures et fait l'état d'un mort et de 50 blessés. Les personnes qui ont besoin d'être évacuées ont beaucoup de mal à être transportées dans les hôpitaux. Une seule route donne l'accès au stade. De plus, les hôpitaux corses sont très vite saturés, et l'aéroport où ont atterri quelques heures plus tôt Bernard Tapie et le ministre est réquisitionné pour emmener les blessés dans les hôpitaux du continent, notamment les hôpitaux de Nice et de Marseille. Le bilan final fait l'état de 19 morts et 2357 blessés. Des supporters ainsi que des journalistes ont péri dans ce qui reste à l'heure d'aujourd'hui. L'un des pires actes de négligence et l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire du football français. Même si dans ces moments-là, le sportif passe clairement en second plan, faisons un petit point sur les conséquences de cette histoire. Le SC Bastia et l'Olympique de Marseille ont logiquement refusé à ce que le match soit joué à une date ultérieure. Cette année-là, la finale n'a pas été jouée et aucune coupe n'a été décernée. Cependant, l'AS Monaco, qui avait battu l'AS Cannes au tir au but dans l'autre demi-finale, jouera la Coupe des Coupes lors de la saison suivante. Les Monégasques iront jusqu'en huitième de finale et perdront contre l'Olympiakos 1-0 sur l'ensemble des deux matchs. Sur le plan du retentissement populaire de la catastrophe, la semaine suivant le drame, une minute de silence est instaurée dans tous les stades de France. Depuis 1992, tous les supporters militent pour qu'aucun match ne se joue le 5 mai. Une loi sera votée en 2021 pour que la demande des supporters soit inscrite sur le plan légal. Un procès débute pour 18 personnes inculpées dans l'affaire. 5 d'entre eux sont relaxés. Les 13 autres sont envoyés vers le tribunal correctionnel de Bastia. La date du jugement est fixée au 31 octobre 1995. Sur le banc des accusés, nous retrouvons notamment Michel Cagnon, directeur général de la FFF, condamné en premier lieu à 18 ans de prison avec sursis. Il fera appel et sera condamné à 20 mois avec sursis lors de l'appel. On retrouve aussi Michel Lorenzi, vice-président du SC Bastia. Il est l'homme à l'origine de la fausse validation de sécurité dont nous avons parlé plus tôt. Lui est condamné à 2 ans de prison et 30 000 francs d'amende en première instance. Il va également faire appel. Sa condamnation finale sera de 10 mois de prison avec sursis et 15 000 francs d'amende. Oui, il s'en sort plutôt très bien. Un dernier accusé va nous intéresser. Jean-Marie Braun, directeur technique de Sud Tribune et ingénieur en génie civil. Il est celui qui a supervisé la construction de la tribune. Dans cette affaire,
Il sera le seul à ne pas faire appel de la décision. Il sera également le seul à avoir reconnu sa part de responsabilité dans l'affaire. Il sera condamné à 2 ans de prison ferme et 30 000 francs d'amende. Vous devez vous dire qu'il manque une personne. Jean-François Philippi, président du SC Bastia durant la catastrophe. Il n'a pas été sur le banc des accusés, car il s'est tout simplement fait assassiner, le 26 octobre 1994, devant sa villa, d'une balle dans le thorax. Cette histoire a marqué le sport français comme étant la plus grosse tragédie du football de notre pays. La négligence et la soif d'argent des dirigeants bastiais a coûté la vie à 19 personnes, traumatisé des milliers d'autres, qui étaient simplement venus profiter d'une demi-finale de Coupe de France. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner et à me donner vos retours en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo.